iPhone 15 Pro, même capteur que sur le 14 Pro. La nuit du 12. Apple signe avec ARM jusqu'à 2040 au moins. Une nouvelle app Kindle sur Mac en préparation. EDQ à la barre. Mercredi 6 septembre 2023. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 451. Bonjour à tous. De nouveaux détails sur les caractéristiques des capteurs photo-vidéo de la prochaine gamme iPhone 15 qui doit être dévoilée dans 6 jours maintenant. Première confirmation de cette fuite, François, l'objectif périscopique sera bien réservé au Pro Max et donc il n'équipera pas l'iPhone 15 Pro. Le 15 Pro qui ne bénéficierait pas du nouveau capteur Sony présenté comme révolutionnaire il y a quelques semaines et qui embarquerait exactement le même capteur que dans le 14 Pro. Les seuls progrès à attendre viendraient donc d'un meilleur stabilisateur peut-être et des capacités nouvelles du processeur A17 en 3 nanomètres. En revanche, les optiques, elles, devraient évoluer avec un nouvel ultra grand angle ouverture 2.2 avec 13,4 millions de pixels selon MacRumors. On le retrouvera aussi sur le Pro Max. Ensuite, sur le Pro uniquement, il est question d'un téléobjectif à ouverture 2.8 pour 12,7 millions de pixels. Et on parle enfin de l'arrivée des 48 millions de pixels du capteur sur les iPhone 15 et 15 Plus. À tes souhaits, c'est vrai que là ça fait très très compliqué, mais en fait c'est assez simple. Déjà du côté du 15 et 15 Plus classique, c'est à l'image d'habitude, c'est-à-dire que les nouveautés photos, souvent qu'on a sur les versions Pro une année, on les retrouve sur les versions classiques, je mets des guillemets, l'année suivante. Donc l'arrivée de ce capteur, c'est intéressant. On rappelle l'histoire de l'Apple ProRAW, ça on l'a pas évoqué, on ne sait pas si la version ProRAW arrivera aussi sur les modèles classiques. On rappelle que la version ProRAW, ce qui vous permet en fait de faire un peu plus de développement, avoir un format on va dire natif, brut de capteur, c'était une spécificité des modèles Pro. Alors ça, la rumeur l'évoque pas trop, donc on verra. À mon avis, ça devrait logiquement arriver, parce que c'est vrai que le capteur 48 mégapixels, c'est surtout intéressant quand on shoot en ProRAW. Moi, je suis un petit peu déçu du peu, entre guillemets, de nouveautés photo sur le modèle 15 Pro classique, le petit, on va dire ça comme ça. Petite nouveauté sympa quand même, c'est l'ouverture de l'ultra grand angle. On rappelle, je vais essayer de pas faire trop technique, mais le principe de l'ouverture, plus vous avez une valeur qui va être petite, plus l'ouverture sera grande, donc plus il y aura de lumière à être captée par le capteur, donc c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai que généralement c'est surtout sur les ultra grands angles que la qualité laisse à désirer. Je sais pas si c'est un peu la réflexion que tu te faisais aussi sur ton modèle Pro. Donc voilà, j'ai presque envie de dire rien de neuf sous le soleil, c'est quand même des rumeurs qu'on évoque depuis un petit bout de temps. Maintenant, c'est vrai que le côté photo, à mon avis, va encore être mis en avant par Apple, mais sans doute plus sur le modèle Pro Max ou Ultra. On verra comment il s'appellera. Les Apple Store physiques se préparent apparemment à un branle-bas de combat dans la nuit du 12 au 13 septembre prochain et donc dans les heures qui suivront la keynote, avec peut-être la disponibilité immédiate de produits autres que les iPhone et Apple Watch dont le timing est assez immuable avec précommande à partir du vendredi suivant la keynote et sortie commerciale le vendredi suivant. Alors je rebondis du coup François sur le nouvel épisode d'iWeek la semaine Apple qui sera disponible d'ici demain jeudi. On y parle tous ensemble de ces produits qu'on n'attend pas à la keynote, mais peut-être qu'il y en aura quand même finalement. Alors, à ton avis, lequel ou lesquels si jamais ? Ah, je sais pas, allez, je mettrais peut-être une petite pièce pour l'iPad mini. De mémoire, l'iPad mini 6 avait été présenté lors de la keynote iPhone il y a 2 ans. Donc après tout, pourquoi pas, peut-être, maybe. Non, après ce sera peut-être tout bêtement la nouvelle com aussi. On attend des nouveaux bracelets. Maintenant, bon, les bracelets, théoriquement, les nouveaux bracelets Apple Watch, on les attendrait plutôt le jour de la sortie de l'Apple Watch. Non, je suis assez curieux, sauf à ce que on ait le droit à nos fameux AirPods en USB-C et que les AirPods, eux, soient disponibles dès le lendemain. Ça pourrait peut-être arriver, mais voilà. Dans une semaine, on saura tout, vous saurez tout. Et je suis sûr que l'épisode de la quotidienne de mercredi de la semaine prochaine vous donnera plein de détails sur tout ce qui arrivera. Et on vous rappelle que vous pourrez suivre cette keynote iPhone 15 Apple Watch mardi 12 septembre, mardi de la semaine prochaine, avec nous en direct et en intégralité dès 18h30, notamment sur iWeek.news, mais on vous en reparlera d'ici là. On vous parlait hier de l'intérêt d'Apple, notamment pour l'introduction en bourse d'ARM. Eh bien c'est fait, Apple a signé un contrat à long terme pour s'assurer de profiter des brevets indispensables au design et à la fabrication des puces Apple Silicon
au moins jusqu'en 2040. Cet accord a été ajouté hier officiellement dans la documentation de l'introduction en bourse, désormais valorisée 52 milliards de dollars, François. Bah oui, c'est plutôt intéressant de le dire avant l'introduction en bourse, parce qu'à mon avis, ça va aider à ce que l'action décolle hyper rapidement. Non, on sait que le partenariat entre Apple et ARM est assez ancien. En refouillant, je suis retombé sur un article qui parlait de la puce qui était présente dans le Newton. C'était basée sur de l'ARM aussi. Donc c'est vrai que l'histoire d'Apple et ARM est quand même très très ancienne. Ça montre que c'est une techno qui est relativement importante, et je pense que c'est un moyen aussi pour Apple de sécuriser et de pas se retrouver, si par hasard c'était des concurrents qui achetaient énormément d'actions, de se retrouver bloqués. Là ça annonce clairement la couleur. 2040, c'est quand même dans 17 ans si je compte bien, et c'est jusqu'en 2040 au moins, donc on peut s'attendre à ce que ce partenariat perdure encore au-delà. J'ai envie de dire c'est valorisant des deux côtés. Du côté d'ARM, ça montre que c'est un fabricant de puces qui a de la légitimité, qui est connu, et pour Apple ça permet de pas se retrouver le bec dans l'eau dans quelques mois ou quelques années. C'est bénéfique pour tout le monde, donc tant mieux, et ça vaudra peut-être le coup d'acheter des actions. Si on peut en acheter des actions ARM, ça peut être intéressant, je pense, à défaut d'avoir eu des actions Apple. L'application Kindle sur Mac pourrait disparaître courant octobre, disparaître temporairement et être remplacée par une toute nouvelle version qui doit sortir dans les semaines qui viennent. L'app actuelle a en effet plus de 8 ans et depuis la mise à jour sortie hier mardi, elle a été rebaptisée Kindle Classic. Oui, j'ai pas de Kindle, donc c'est pas une news qui m'a beaucoup captivé. Maintenant, j'étais un peu surpris parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit que après tout, peut-être que Amazon avait décidé de créer une nouvelle app qui serait basée sur les outils qu'on peut avoir sur de transposition d'iOS, iPadOS à macOS, mais visiblement pas. L'application, elle était quand même en Java jusqu'à maintenant, donc c'est quand même pas une techno qui est très très récente. Logiquement, la nouvelle application sera basée en React Native, donc une techno qui est un peu plus récente. On verra quand est-ce que ça sort. Maintenant, c'est toujours le drôle de voir une mise à jour en disant l'application elle va pas tarder à être plus accessible. Il y a un petit côté assez original, je trouve, mais bon, je sais que le Kindle a beaucoup de succès, donc je pense que ça intéressera beaucoup de nos auditeurs qui sans doute lisent à travers leur Kindle. Donc voilà, surveillez les mises à jour. Prochainement, bientôt, une nouvelle application, peut-être avec une nouvelle interface. De mémoire, l'interface de la Kindle sur Mac était pas très sexy. Peut-être que ce sera un peu plus sexy. Enfin, Eddy Cue, le grand patron des services, fait partie des 3 hauts responsables d'Apple qui vont être appelés à la barre en tant que témoins clés dans le procès contre Google qui doit s'ouvrir mardi prochain. Le gouvernement américain reproche au moteur de recherche un abus de position dominante et il compte entendre les entreprises avec lesquelles Google a signé un accord pour que Google Search soit le moteur de recherche par défaut. Et parmi ces entreprises, François, il y a évidemment Apple, on le sait tous. Oui, Apple a fait le forcing pour éviter qu'EDQ se retrouve à témoigner en disant qu'ils en avaient déjà fait pas mal, mais non, il faut qu'il aille à la barre, donc il ira à la barre, c'est important, je pense, qu'il puisse aller témoigner. Non, c'est quelque chose en fait qu'on s'imagine pas, et je pense que très peu d'utilisateurs d'iOS, d'iPadOS, de macOS s'en rendent compte, mais c'est vrai que par défaut, le moteur de recherche sur Safari, c'est Google en fait. Et on pourrait se dire que c'est gratuit, mais non, en fait, c'est pas gratuit, parce qu'on évoque quand même des tarifs jusqu'à 15 milliards de dollars pour que Google Search puisse rester le moteur de recherche par défaut de Safari, de l'iPhone en particulier. Donc c'est assez énorme. Maintenant, ça paraît logique parce que quand on dit Google Search, c'est pas uniquement Google Search, c'est tous les outils de publicité derrière. Donc c'est vrai, quand on voit Apple parler de données personnelles, etc., c'est assez cocasse de savoir que de l'autre côté, s'il y a moyen de se faire un petit billet, ils le font quand même, quoi. Donc je suis intéressé de savoir qu'est-ce que va donner ce procès. Et c'est aux États-Unis, parce qu'on critique souvent l'Europe sur le fait que l'Europe se mêle de tout par rapport à la position dominante, etc. Mais là, pour une fois, c'est pas en Europe. Donc voilà, ça montre que peut-être que l'Europe donne des idées aussi aux autres pays, et c'est intéressant parce que au moins on découvre aussi l'envers du décor, les coulisses, et ce chiffre, moi ça m'a assez effaré. Je me dis 15 milliards, c'est quand même énorme. Et 15 milliards, c'est 15 milliards de dollars par an. Hein. Et c'est important de le préciser. Tous les ans. Ouais, moi je veux bien avoir un petit code part. Si ça permettait à Apple de baisser les tarifs des iPhones, ce serait bien, mais en l'occurrence, c'est pas pour ça. Ça fait 1,5 milliard par mois. La quotidienne iWeek Reviens demain.